politique, Emmanuel Macron, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il décide. Et les gens, comment réagissent-ils par rapport à sa popularité? Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis nous allons parler des diverses, je dirais, perles de culture ou d'inculture, les choses qui font notre colère ou notre indignation, les cérémonies des Molières, hein, oui, pendant la guerre, les divertissements continuent aussi, et tout cela, ce qui fait le réel dans toutes ces parties. Et puis nous allons revenir avec un bouquin tout à fait passionnant, une enquête sur l'affaire Naël. Vous savez, cette mort du jeune Naël, 17 ans, le refus d'obtempérer, c'est en 2023, et on sait ce que ça a provoqué comme émeute, et que la France entière avait été retournée. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comme d'habitude, on est là pour poser question à tout, et pour écouter les gens qui, effectivement, savent ce dont ils parlent, et ont fait l'enquête pour le dire. À tout de suite. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Bonjour à tous, merci d'être déjà très nombreux. Je vous vois déjà réagir dans le chat, c'est très bien, c'est bon pour les algorithmes. Prenez quand même quelques instants pour en sortir, mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait, car on est beaucoup à regarder l'émission en direct, mais il y a moins de pouces, donc ce serait bien que ça puisse monter pour qu'on puisse diffuser un maximum l'information. Et bien évidemment, comme chaque jour, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prenez quelques instants pour mettre une petite cloche et ne ratez aucune émission de Berkoff sur le vif. Parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, une actualité très chargée, André, et on retourne en Iran et ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. On retourne en Iran, on n'a jamais quitté l'Iran, disons, en tout cas dans l'opinion internationale, depuis un certain 28 février, où Américains et Israéliens ont déclenché l'offensive et ce qui s'est passé, mais auparavant, il y a 47 ans de République islamique. Et surtout, alors on parle du détroit d'Ormuz, on parle Foujaïra, on parle des différentes routes des gazoducs, on parle d'économie, comment vont être ravitaillées l'Europe et la Chine, effectivement, en gaz, en pétrole, etc. La grande guerre mondiale économique, en tout cas, est déclenchée. Mais quand même, il y a des choses qui se passent, et qui se passent de manière assez terrible, c'est le moins que l'on puisse dire, à l'intérieur de l'Iran. Et heureusement, je mets ça entre guillemets, grâce à Starlink, même si l'Internet est complètement coupé, il y a des choses qui passent. Bonjour Manas Shirali. Bonjour André. Vous êtes sociologue et politologue iranienne, vous êtes directrice d'études à l'Institut de sciences et de théologie et religion de Paris, enseignante à Sciences Po, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont Fenêtre sur l'Iran, Le cri d'un peuple bâillonné, et hélas, il est toujours et plus jamais bâillonné. Alors, attendez, juste pour corriger, oui. Je suis sociologue et politologue franco-iranienne. Franco-iranienne, oui, c'est vrai, absolument. Je suis citoyenne française quand même, et je ne suis plus enseignante à Sciences Po ni à l'Institut catholique de Paris. De l'Institut catholique de Paris, j'ai démissionné pour des raisons propres. Et à Sciences Po, mes cours ont été supprimés pour mes critiques sur l'Iran. Très bien, oui, mais il était bon que cela fût dit et rappelé. Manas Shirali, alors justement, je voudrais vous montrer quelque chose, un titre, vous regardez cette image du New York Post. Regardez cette image, elle est terrible. Iran torture, alors, l'Iran torture un père parce qu'il a utilisé Internet et Starlink, on l'a torturé à mort. Et l'Iran a exécuté, le régime évidemment, a exécuté un jeune champion de karaté parmi effectivement les exécutions qui continuent tous les jours. Alors par rapport à ce que vous savez, ce qui se passe, Manas Shirali, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? C'est que, en fait, ce qui reste de la République islamique, je ne peux plus parler de la République islamique parce que ce qui reste ne fait pas un régime. Oui, mais enfin, ils sont quand même ils ont quand même un pouvoir de nuisance qui n'est pas négligeable, hélas. Vous savez, autant qu'on sache, ce n'est pas parce que vous tirez sur votre peuple que vous faites un gouvernement, vous êtes un État. Bien sûr. Mais... Donc, je ne peux pas parler d'un État, je ne peux pas parler de la République islamique, mais je parle des militaires qui tirent sur les Iraniens et qui tuent les opposants politiques, les jeunes opposants politiques dans les prisons. Oui. Toutes les
4 heures, il y a une exécution. Toutes les 4 heures, vous dites. Et ce sont des exécutions annoncées parce qu'on soupçonne qu'il y a encore des meurtres à l'intérieur des prisons, mais qui ne sont pas annoncés. Et ce qui me chagrine, c'est qu'il y a 200 000 jeunes, 200 000 de l'âge de 15 à 25 ans, 30 ans, dans les prisons iraniennes, sous la torture, dans des pires conditions humaines. Dans certaines prisons, il n'y a même pas de quoi manger pour les prisonniers. Et il y a Narges Mohammadi, la prix Nobel de la paix, et qui est malade, qui est à l'hôpital. Et les médias en France ne parlent que d'elle. Cet privilège qu'on accorde à une prisonnière, on oublie 200 000 jeunes qui sont sous la torture et on n'en parle pas. On n'en parle pas. On ne parle que d'une seule personne, comme si dans toutes les prisons iraniennes, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule. Et on ne parle pas des autres. Pourquoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une distinction? Est-ce qu'il y a d'indignation à géométrie variable vis-à-vis des prisonniers? Est-ce que les êtres humains sont différents les uns par rapport aux autres? Il faut parler d'une seule personne, mais 200 000 jeunes sont sous la torture et toutes les 4 heures, il y a un jeune qui est pendu en Iran. C'est un bilan. Vous avez vous-même, alors je vous demanderai que vous avez des informations directes, vous arrivez à avoir le contact avec les personnes que vous connaissez. Vous avez plusieurs personnes, vous avez rassemblé énormément de jeunes qui vous font confiance, qui vous parlent. Est-ce que vous avez encore, à l'heure où on parle, Mana Shirali, vous avez des contacts, vous avez des informations au jour le jour sur ce qui se passe? Vous savez, moi j'avais un réseau de 50 000 jeunes qui s'est grossi quand même et ces derniers jours était devenu de 70 000. Oui. Donc, quand vous avez un vaste réseau comme ça veut dire que vous êtes connu d'une bonne partie de la jeunesse qui sont sur place. Oui. Personnellement, je n'ai aucun contact parce qu'on ne peut pas téléphoner en Iran. On ne peut pas prendre le téléphone ou WhatsApp ou quoi que ce soit. Mais ils m'ont trouvé parce que ce sont des geeks, parce qu'ils savent quand même prendre le risque. Et moi, je ne peux pas vous expliquer davantage comment ils m'ont contacté parce que je ne veux pas les mettre en danger. Mais ils vous ont contacté, vous avez des contacts, c'est ça? Enfin, ils ont réussi à vous contacter. Oui, après 2 mois complètement être déconnecté, finalement j'ai été connecté, ils m'ont raconté un petit peu ce qui se passe et j'ai été quelque part rassurée par les nouvelles qu'ils m'ont données. C'est-à-dire, alors dites-moi, quelles nouvelles ils vous ont données? Qu'est-ce qui se passe vraiment au-delà, évidemment, des exécutions, des tortures? C'est déjà énorme, mais la situation, est-ce qu'on peut avoir une idée, en tout cas, je ne dis pas de la situation dans tout l'Iran, mais enfin de la situation dans un certain nombre de villes, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent, enfin, ceux qui ont réussi à vous contacter? Vous savez, quand je vous ai dit j'ai été rassurée, ce n'est pas que les nouvelles étaient bonnes. J'étais rassurée pour savoir que ce dont je parle est fondé. Quand vous êtes là, que vous avez besoin d'être systématiquement connecté de votre terrain de travail. Alors, ce que les jeunes m'ont raconté, c'est de la catastrophe de la situation économique, bien entendu, de l'inflation de plus de 200%, de cette incapacité de se nourrir. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient déjà prévu et ils avaient rempli leur maison des aliments de base pour pouvoir tenir. D'accord. C'était quand même important pour moi de savoir que c'est un peuple qui sait se protéger pendant la période de guerre. Alors que c'est vrai, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de quoi manger. Et ils m'ont parlé de cette situation. Mais ce qui était très important pour moi dans leur discours, c'est qu'on attendait toujours qu'un référendum se produise pour qu'on sache les gens du régime sont de quelle partie de la société, combien de pourcents de la société soutient ce régime. Alors, ils racontaient que tous les soirs, maintenant, ils se réunissent sur la place publique et c'est là où ils étaient rassurés parce qu'ils ont vu que ces gens-là, ils sont très peu. Très peu. Ah oui, ceux qui se réunissent sur les places publiques, que le régime permet d'aller sur les places publiques parce qu'ils sont pro-régime, quoi, c'est ça? Tous les soirs, depuis le début de la guerre, il y a des manifestations pro-régime sur les places publiques. Alors, ces jeunes qui sont très malins quand même, ils sont allés voir qui sont-ils. Et ils m'ont raconté que
Et à plusieurs reprises, ils les ont interrogés, ils ne savaient pas répondre en persan. Et ils disaient la farsi. Ça veut dire nous parlons persan. Et ce qui est encore plus intéressant dans leur discours, ils disaient, j'étais persuadée qu'ils étaient des Hashd el-Shaabi irakiens. Ils disaient non, ils ne ressemblaient pas aux Irakiens, ils ressemblent aux Yéménites. Ils disaient, parce que les Yéménites ont une morphologie très différente à cause des produits stupéfiants qu'ils utilisent, ils ont des joues extrêmement gonflées. Alors, donc, ils disaient qu'ils ne ressemblaient pas aux Irakiens, mais ils sont des Yéménites et des Afghans. Ça aussi, c'est important. Et des Afghans, Yéménites et Afghans. Il y a beaucoup d'Afghans. Il y a beaucoup d'Afghans qui sont là pour soutenir la République islamique. Donc, il ne faut pas croire ceux qui sont sur les places publiques tous les soirs derrière Siyavush Ghazi qui vous racontent ce qui se passe en Iran, entre guillemets, parce qu'ils racontent la propagande du régime et vous le diffusez à longueur de l'antenne. Alors, il disait ceux qui sont derrière, en bonne partie, ne parlent pas persan et dans d'autres parties, ils parlent en persan avec accent afghan, avec la physique des Afghans, parce que les Afghans sont différents physiquement des Iraniens. Quand vous êtes Iranien, vous arrivez facilement à distinguer un Iranien d'Afghan. C'est différent, une morphologie différente. Donc, pour vous dire qu'ils étaient rassurés de voir à quel point ils sont peu nombreux. Oui, en tout cas, c'est intéressant, effectivement, de ce point de vue, de voir, parce qu'on voit effectivement des images de foule en train de soutenir le régime. Mais alors, parce que, justement, vous avez ce contact, et on ne va pas le dire comment, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand vous dites justement, Manaz Shirali, vous dites, oui, mais on ne peut pas parler d'un régime, enfin, d'une république islamique, pratiquement, elle n'existe plus. Mais quand même, quand on voit, alors là, j'élargis un peu le focus, quand on voit qu'ils réussissent à envoyer quand même encore des drones et des missiles sur les Émirats Arabes Unis, qu'on voit qu'ils sont encore très... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? Est-ce qu'ils attendent toujours que Trump, etc., porte un coup encore plus fort? Est-ce que vous attendez cela aussi? Est-ce qu'on attend... Quelle est leur, et la vôtre aussi, je dirais, analyse aujourd'hui, à l'heure où on se demande d'ailleurs si les hostilités ne vont pas reprendre, enfin, si les bombardements ne vont pas reprendre, où on en est exactement? Est-ce que eux sont en plus confiants ou espérant de plus en plus que la chose va changer et ce fameux regime change, certains en parlent, d'autres n'en parlent pas. Est-ce que ce changement de régime, il est pour demain ou après-demain? Alors, je vous raconte ce qu'ils me disent, ce n'est pas mon analyse de la situation. Ils sont complètement désespérés depuis l'annonce de cessez-le-feu parce qu'ils ont peur que les hostilités ne reprennent pas, ils ont peur que le régime reste. Et leur hantise, c'est que les Américains arrivent à un accord avec le régime actuel. Ça, c'est leur hantise totale. Et donc, vous savez, moi, j'ai affaire à des très jeunes personnes, entre 18, 25, 30 ans, qui n'ont pas l'expérience politique longue, qui n'ont pas vu beaucoup de changements dans leur... Et donc, ce sont les jeunes qui se désespèrent très rapidement et qui se contentent très rapidement, qui deviennent joyeuses rapidement, qui deviennent désespérées rapidement. Alors là, ils sont dans le désespoir total parce qu'ils pensent que Donald Trump ne doit pas négocier avec ceux qui restent de ce régime. Ils pensent que c'est une perte de temps totale. Ils sont désespérés de voir que les Israéliens ne visent plus avec leurs magnifiques drones les checkpoints iraniens, parce que les checkpoints qu'ils ont installés dans tous les carrefours des grandes villes et des petites villes, ils tirent sur les habitants. Mais pendant les derniers jours de la guerre, ont été largement visés par les drones israéliens, ce qui faisait la joie des Iraniens. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils étaient contents, parce que ce sont ces checkpoints qui ont massacré les jeunes les 8 et 9 janvier. C'est ça, avec des dizaines de milliers de personnes qui ont été massacrées, des jeunes. En une seule nuit, plus de 1000 pasteurs, enfin les gardiens de la Révolution, ont été tués par les drones israéliens. Alors, je ne vous raconte pas la joie que cela a procuré au peuple. Et quand ils voient aujourd'hui que ces checkpoints sont installés, qui n'ont plus peur de rien et que les drones ne viennent pas les viser, ça les désespère. Et ils n'arrêtent pas
demander qu'est-ce qui se passe, les Israéliens, pourquoi ils ne continuent pas à viser checkpoint. Bon, évidemment, je leur dis, attendez, j'essaye de remonter le moral, mais ça assez rare. Oui. Alors justement, il y a ce problème. Bon, il y a c'est le feu. Ça, on va voir. Nous ne sommes que ici, de ce point de vue, que des spectateurs et des commentateurs. On verra ce qui va se passer effectivement dans les jours qui viennent. Personne ne peut prédire effectivement les arrière-pensées d'un Trump et autres. On sait que Trump a dit aux Israéliens d'arrêter de suivre le cessez-le-feu, de se concentrer sur le Hezbollah, etc. Bon. On va suivre. Mais la chose que je voudrais demander aussi, Mana Chirali, d'abord, votre sentiment à vous. Alors, vous allez me dire, je suis sociologue, je ne veux pas parler de mes sentiments, mais mes analyses. Mais au-delà de l'analyse, vous êtes franco-iranienne, vous l'avez dit. Vous pensez qu'on peut... est-ce que ça va se prolonger encore, et ça peut se prolonger, après tout, pendant des mois, ou au-delà de l'espérance et de l'espoir, est-ce que vous pensez que la réelle politique, la politique à froid, risque de l'emporter sur, effectivement, la morale, disons? André Berkoff, vous me connaissez, je ne parle jamais de mes sentiments. Je vous présente mes analyses de la situation. N'attendez pas d'une politologue de parler de ses sentiments. Je vous parle de mon analyse de la situation. Je pense que la communauté internationale, surtout les États-Unis et Israël à la tête, ne permettront jamais qu'un autre Corée du Nord se produise avec la République islamique. C'est évident. On ne peut pas permettre à la République islamique de se revitaliser et de se doter d'une bombe atomique et devenir la hantise du Moyen-Orient. C'est plus qu'évident. C'est plus qu'évident. Alors écoutez, c'est très intéressant de parler. Effectivement, vous êtes un Élise, et je ne parle pas seulement des sentiments, vous le savez, Mana Chirali. Je vais vous faire entendre quelque chose. C'était hier sur LCI, justement. Il y avait le général Yakovlev, vous savez, un de ces experts de chez LCI, face à Darius Rochba. Écoutez cela, et je voudrais avoir votre réaction. La parole, vous ne m'avez pas laissé aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je voudrais que... Tout simplement, ce qui me donne le moral, ce qui me permet de regarder la situation à tête froide, c'est que je connais les rapports internationaux et en aucun cas, même la France qui est aujourd'hui ici pro-régime, qui défend bec et ongle les ayatollahs, même la France n'a pas intérêt à avoir une nouvelle du Nord avec la République islamique. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Et je vous ai coupé la parole, mais vous voyez, c'était très bien. En fait, c'est pas couper la parole, c'est aller dans l'illustration de ce que vous dites, Mana Chirali. Écoutez le général Yakovlev sur LCI face à Darius Rochba. Est-ce que oui ou non, on pouvait laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire? Je ne sais pas, mais je sais que cette méthode-là n'était pas la bonne. Voilà. Vous savez, les pays qui sont devenus nucléaires récemment, il y a une théorie qui est que le nucléaire rend raisonnable, indépendamment de l'affection qu'on a pour le régime. Général, vous pensez vraiment que le régime de Téhéran, qui a comment dire, armé tant de terroristes, serait devenu raisonnable parce qu'il avait l'arme nucléaire? Il ne les aurait pas armés avec l'arme nucléaire. Oui. Ça, je suis convaincu que non. Voilà, je voulais vous faire entendre ça, c'est pour ça. C'est intéressant. D'abord, il dit oui, la méthode n'est pas la bonne, voulant parler de ce qui s'est passé, effectivement. Et il a cette phrase. Il dit, vous savez, il paraît, une théorie dit que le nucléaire rend les pays qui l'ont raisonnable. Alors donc, il faudrait que tous les pays qu'on veut rendre raisonnables devraient avoir l'arme nucléaire, selon le général Yakovlev. Qu'en pensez-vous? Autant que je sache, ce général est un militaire. Et moi, je n'attends pas des militaires de faire des analyses politiques. C'est un grand général qui a fait certainement plusieurs dizaines de guerres, qui a bien mené ses troupes éventuellement sur le terrain de la guerre. Cela dit, concernant ses avis politiques, ses opinions politiques, il peut les garder pour lui-même. Ça ne m'intéresse pas, je ne commente pas les opinions d'un militaire qui ne comprend rien de la politique
et qui n'a jamais appris que obéir des ordres. Et je ne comprends pas pourquoi, à longueur d'antenne, on donne la parole à ces généraux qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam de la politique, encore moins de la société iranienne, encore moins des rapports géopolitiques au Moyen-Orient. C'est une honte pour les médias en France de militariser un conflit humain qui a des paramètres humains à l'intérieur qui échappent à ces grands généraux que, je répète, je sais, n'ont jamais mené une seule guerre dans leur vie. Ce sont les généraux de canapé et qu'ils restent sur leur canapé. Donc pour vous, c'est nul et non avenu cette analyse, c'est clair. Mana Shirali, merci de vos analyses, merci de vos éclaircissements, et on continuera évidemment à parler avec vous, avec d'autres. Il y a quand même, et vous l'avez rappelé, et je dirais qu'au-delà des opinions, au-delà des analyses, il y a quand même des drames humains terribles en ce moment en Iran, et on sait très bien comment, il faut le dire, ce régime fonctionne, le régime en tout cas ce qui en reste fonctionne, et comment il va plus que loin dans cette espèce de massacre, et de massacre, je dirais, psychologique, humain et autres, et avec, c'est vrai, une certaine indifférence et un silence quelque part assez assourdissant, alors qu'on parle de ça du matin au soir, mais le reste, on n'en parle pas assez. Merci Mana Shirali. Merci André Berkoff. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et on retourne en France avec notre président Emmanuel Macron qui, a priori,